je précise ça d'entrée de jeu parce que vous savez peut-être que les changements politiques intervenus en France à l'occasion de notre dernière élection présidentielle ont remis le saint-simonisme dans les esprits, puisque l'un des ministres les plus importants, le maire de Lyon, Gérard Collomb, se réclame explicitement de Saint-Simon dans ses livres et dans ses propos, et que plusieurs journalistes, plusieurs journaux aussi, ont répandu l'idée, vraie ou fausse, qu'il y aurait des analogies, voire une inspiration saint-simonienne chez le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Alors, puisque nous sommes ensemble et qu'il ne faut pas s'ennuyer, je me permettrai peut-être quelques allusions et j'essaierai d'expliciter un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Mais si vous voulez bien, je commencerai peut-être pour que nous soyons à peu près tous à égalité dans la compréhension du phénomène. Je me permettrai simplement de rappeler quelques éléments essentiels concernant Saint-Simon lui-même et concernant le saint-simonisme et les saint-simoniens d'autre part. La première chose, c'est qu'il faut certainement distinguer entre Claude-Henri, comte de Saint-Simon, qui a choisi pendant l'essentiel de sa carrière philosophique et politique de s'appeler simplement Henri Saint-Simon, et ça avait du sens à l'époque, que d'abandonner le titre et la particule. Et puis ceux qu'on appelle les Saint-Simoniens, et qui sont en réalité beaucoup plus, qui couvrent disons, un éventail politique et idéologique beaucoup plus important qu'on ne le lit dans les dictionnaires ou les manuels, puisque les Saint-Simoniens, ça comprend par exemple Augustin Thierry, l'historien libéral, qui a été l'un des secrétaires de Saint-Simon lui-même, mais aussi Auguste Comte, le fondateur de sa propre église, le positivisme, et le positivisme, ça n'a pas été une petite chose. Et encore Philippe Buchez, ou Buchez, B-U-C-H-E-Z, qui a été le président de l'Assemblée nationale en 1848, et qui a développé une école que je dirais ouvriériste. Il a des disciples parmi notamment les typographes, parmi les militants typographes, socialistes typographes des années 1840, autour d'un journal qui s'appelle L'Atelier et qui a des positions, je dirais, très rapidement analogues à celles d'un parti communiste au début, c'est-à-dire très, très rigide, mais très ferme pour la défense de la classe ouvrière, très hostile à la bourgeoisie, très lutte de classe. Et puis, il y a encore Pierre Leroux et son école. Et Pierre Leroux, c'est aussi George Sand, l'écrivaine. Et puis, il y a aussi toutes sortes d'électrons libres, de personnalités qui ont chacune leur spécialité. Je nommerai par exemple Gustave Deshtal, qui réinvente une conscience juive moderne en France et qui est un intellectuel philologue qui travaille sur les évangiles en philologue, qui promeut l'étude de la langue grecque, le retour au grec, et qui est un des animateurs de la Société d'ethnologie de Paris. Et Gustave Deshtal, c'est le papa de l'un des grands directeurs de l'école des sciences politiques de Paris,
son fils Eugène de Staël, qui a occupé la place pendant très longtemps, si bien qu'il y a une influence saint-simonienne dans ce lieu central d'éducation des politiciens français. Et puis il y a Michel Chevalier aussi, l'économiste, qui occupe une position centrale dans sa chaire d'économie politique du Collège de France, qui écrit dans le grand journal de l'époque, qui est l'équivalent du Monde, qui s'appelle le Journal des débats, qui a une influence énorme, qui négocie pour Napoléon III avec Cobden le traité douanier de libre-échange entre la France et l'Angleterre. Donc ça, c'est une action européenne ou européiste forte. Et puis on peut encore nommer, bien entendu, Charles Lemonnier, et qui n'est pas un homme seul, on en parlait tout à l'heure avec vous, mais qui est représentatif d'un réseau républicain saint-simonien qui compte des noms parmi lesquels il est une figure de proue, mais pas la seule. On peut nommer par exemple Ange Guépin, qui est un homme politique majeur dans la ville de Nantes et dans tout l'Ouest républicain. Et puis, on peut nommer aussi Jean Reynaud, le philosophe polytechnicien Jean Reynaud, qui a beaucoup séduit l'époque avec sa théorie de l'immortalité de l'âme et de la transmigration des âmes. Et le propre fils de Lazare Carnot, le grand révolutionnaire, Hippolyte Carnot. Et Hippolyte Carnot, c'est une dynastie républicaine. C'est le père du président Sadi Carnot. C'est une famille qui a énormément compté dans la fondation de la Troisième République française. Vous voyez donc que ça couvre une étendue considérable, et que quand on dit « il est saint-simonien, elle est saint-simonienne », on peut dire des choses assez différentes selon les références que l'on prend. En général, si vous voulez, quand on dit cela, on pense essentiellement aux saint-simoniens, je dirais, de centre droit, si on parle éventail politique d'aujourd'hui, c'est-à-dire non pas Bazard, le chef de la charbonnerie d'inspiration italienne, qui était plutôt lutte de classe, mais Prosper Enfantin, qui était, lui, plutôt féministe, même franchement féministe, mais en même temps très ami avec les banquiers. Et qui dit banquier vous permet de regarder immédiatement du côté du nouveau président de la République française. Ça vous situe, si vous voulez, ce qu'on appelle couramment saint-simonisme comme une sorte de socialisme de banquier. Et c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais en réalité, les premiers à avoir compris que ce passé au début du 19e des changements fondamentaux dans la propriété, ce sont les banquiers qui ont identifié et activé le système de la propriété par action. Une propriété par action, c'est une propriété qui devient collective. Et donc, le premier à avoir théorisé ce phénomène, pardonnez-moi, mais nettement avant Marx, nettement avant Proudhon, nettement avant Pierre Leroux, c'est tout simplement Isaac Pereire, l'un des deux frères Pereire, la grande banque qui a fait le Second Empire, qui, autour de 1828, a écrit une note qui est restée manuscrite, où il parle de la socialisation des instruments du travail. Ça ne fait pas de lui un marxiste, mais ça fait de lui un homme tout à fait lucide qui avait compris que par les banques, et notamment par une banque qui aurait la capacité de recueillir du crédit et de le redistribuer, le pouvoir économique
pouvait transformer radicalement une société. Hein, c'est d'ailleurs ce que les Pereire ont fait après le coup d'État de Napoléon III, lorsqu'ils ont pu fonder le Crédit Mobilier, Société Générale de Crédit, hein, et animer tout un mouvement de transformation de la France qui a été invraisemblablement puissant. En relançant, développant, étendant à tout le territoire et à l'Europe entière, jusqu'en Russie, les réseaux ferroviaires, transformant complètement Paris, transformant complètement Marseille, transformant complètement Lyon, l'urbanisme, hein, développant également de grands chantiers navals et des transports maritimes qui mettaient l'Algérie et l'Égypte, par exemple, à portée de l'industrie européenne, hein, et réalisant en somme ce que Michel Chevalier avait appelé un système de la Méditerranée, ce que nous appelons aujourd'hui une conception euro-méditerranéenne, l'idée étant de faire en sorte qu'on puisse aller du nord de l'Europe, notamment de l'Angleterre, jusqu'aux côtes de l'Afrique, hein, la France servant de pont entre le nord et le sud, alors par voie ferroviaire, bien entendu. Michel Chevalier était un concepteur du tunnel sous-marin. Il a fondé une société, fondé une société qui n'a pas réussi à faire traverser le Channel, mais qui était l'idée de ce chemin de fer. Il a réussi en revanche le traité franco-anglais de 1860, et ce traité ne se comprend que dans cette perspective, traverser de l'Angleterre à l'Égypte. De la même manière, le canal de Suez, réinitié par Prosper Enfantin, mais réalisé par Lesseps, est une partie de ce plan. Et donc, la mise en réseau de tous les pays européens par le système ferroviaire, par les banques, et par aussi les moyens maritimes, du nord au sud, c'est quelque chose qui s'est réalisé pratiquement, hein, sous l'impulsion du saint-simonisme. C'est quelque chose que les Français ne voient pas, hein, parce que, pour une raison toute simple, c'est qu'en 1832, le gouvernement de Louis-Philippe a dissous, par la voie des tribunaux, la société saint-simonienne. Dès lors, il ne pouvait plus former une organisation. En revanche, rien ne les a empêchés de mettre en pratique leurs idées, hein, de manière dispersée. Et donc, quand on relit l'histoire de la France et de l'Europe à cette époque, avec cette clé, on comprend beaucoup de choses. Alors, non pas qu'il y ait un complot, une conjuration, hein, je ne vais pas développer ce genre d'idée, mais les choses avaient été écrites, noir sur blanc. Hein, on les trouve dans des brochures, dans des journaux. Voilà. Mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus de chef. Hein, donc, la saint-simonisation, si je puis dire, de la France et de l'Europe à cette époque, eh bien, elle s'est faite, non pas de manière clandestine, mais sans direction, sans chef, hein, mais pas de manière spontanée. Elle s'est faite parce que toute une génération s'était formée à l'école des journaux et des brochures saint-simoniens. Et donc, le cas de Lemonnier rentre tout à fait dans cette situation d'une action qui a été très forte, très continue, parce que Lemonnier, vous allez nous le montrer,
sa réflexion, son engagement pour les causes qu'il va soutenir remonte aux années 1830. Mais ça dure jusqu'en 1891. C'est énorme. Hein. Vous allez nous le dire aussi, en Italie, vous lui avez donné, je pense, une certaine notoriété, mais j'ai été très surpris que son regain de notoriété vienne de l'Italie, bien que les liens avec Garibaldi et avec Barney, par exemple, soient très importants. Hein. Mais en France, l'aumônier est un inconnu. On parle de Robert Schuman, on a des pères de l'Europe, et on ne connaît pas les tout premiers. Hein. En revanche, on sait bien le nom de Saint-Simon et l'européisme de Saint-Simon. Hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron passe pour s'inscrire dans une tradition saint-simonienne. Alors, cette tradition européiste, si elle n'a pas disparu, je pense que c'est en grande partie à cause de la filière Sciences Po. Hein. Sciences Po, c'est non seulement une discipline, mais c'est une institution en France. Et j'ai essayé de vous indiquer que par la transmission Gustave d'Echtal, Eugène d'Echtal, et ensuite Émile Boutmy, le saint-simonisme avait pris racine, je dirais officiellement, explicitement, à Sciences Po. Alors c'est un saint-simonisme épuré. Hein. Si on lit Eugène d'Echtal, par exemple, on s'aperçoit qu'il avait retenu du saint-simonisme aussi la lutte contre certaines tendances communistes de l'esprit du XIXe siècle français. Hein. Il n'était pas question d'intégrer à l'enseignement du saint-simonisme à Sciences Po les idées de Bazard sur l'abolition de la propriété individuelle et de l'héritage. Hein. Les Echtal étaient vaccinés par leur expérience à l'intérieur du saint-simonisme. Hein. En revanche, l'idée européenne ne présente aucune aspérité de ce point de vue-là. Hein. Mais la réputation de l'européisme saint-simonien en France le grève, l'alourdit d'une tradition qu'on impute au saint-simonisme, à tort ou à raison. Moi, je pense que ça n'est pas vraiment à raison, mais bon, je ne pourrais pas le développer ici trop longtemps, qui est la technocratie. Hein. Le saint-simonisme passe pour l'ancêtre direct de la technocratie. Et la technocratie en France, c'est beaucoup de péchés, à la fois. C'est par exemple le pouvoir enlevé au suffrage populaire. C'est le pouvoir confié à des gens qui sont les commis de la grande industrie et de la banque. Ce sont des gens intelligents, extrêmement intelligents, capables de penser des réformes, mais qui ont un problème avec le peuple. Et là, vous reconnaissez certaines des critiques qui sont déjà formulées contre, je dirais, le macronisme. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire le saint-macronisme, mais le macronisme. Et vous allez voir là une ligne de clivage importante qui va certainement se développer. Alors, dans les 2 minutes que je prends pour conclure, avant de vous passer la parole, je voudrais dire que si on lit attentivement les textes de Saint-Simon dans leur contexte, et ceux
d'hommes comme Charles Lemonnier, le reproche d'antidémocratisme ne tient pas. Hein, il ne tient pas. Alors, ce qui est vrai, c'est que contre le pouvoir qui était à l'époque celui en France, qui était redevenu celui d'une certaine haute noblesse terrienne, hein, foncière, Saint-Simon mettait en avant le pouvoir des négociants, des fabricants, de ceux qu'il appelait les industriels, mais parmi lesquels il incluait beaucoup plus de monde que ce que nous appelons aujourd'hui les industriels. C'était l'ensemble des travailleurs, et en particulier les chefs des travailleurs de ce qu'il appelait les corporations. Alors vous, en Italie, les corporations, vous connaissez aussi, mais l'idée, tout de même, en 1814, quand Saint-Simon écrit de la réorganisation de la société européenne, elle est foncièrement dirigée contre les partisans des Bourbons à l'époque, hein, c'est clair. Et la meilleure preuve en est qu'il met en avant l'outil politique de l'Europe qui serait, selon lui, un parlement, alors il dit un parlement général, un parlement européen, hein, élu en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'imagine pas une seconde ce que nous faisons, c'est-à-dire d'élire nos représentants européens, chacun dans notre coin. Ce qu'il imagine, c'est la formation d'un corps politique européen, hein, habité par une conscience européenne, et ce qu'il appelle un patriotisme européen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Alors, n'étant pas aussi utopiste qu'on veut bien le dire, il propose de respecter les personnalités nationales. Mais pour lui, les nations sont à l'Europe ce que l'individu est à un peuple. Hein, ce sont des individualités. Mais il faut un gouvernement général, il faut un papier-monnaie unique, il faut des choses qui circulent. Et donc, selon moi, et il me semble aussi que quand on lit Charles Lemonnier, c'est le cas, l'idée, loin d'être technocratique, est aussi une idée démocratique. C'est une idée économique, certainement, une idée d'administration, une idée d'organisation, mais c'est une idée démocratique. Voilà, donc quelques idées que je verse sur la table. Hein, à vous de vérifier par les textes si elles vous conviennent et si elles vous paraissent répondre notamment à la vision et aux expériences italiennes de la chose. Hein. Voilà, c'est de toutes autres affaires. Je ne prétends pas du tout détenir la vérité sur le sujet, mais simplement rétablir une diversité, hein, qui n'est pas toujours respectée dans les simplifications idéologiques auxquelles on se livre parfois.